Aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur les dernières années que j'ai passées en bossant chez Brigad sur la partie mobile. Donc Brigad, très rapidement, c'est une boîte qui fait de la mise en relation entre des professionnels dans l'industrie de télé-restauration, donc des serveurs, des cuisiniers, pour des missions de courte et moyenne durée. On bosse avec des indépendants qualifiés et on permet à des gens de trouver du staff. Et il y a plus de 1000 personnes qui bossent sur la plateforme tous les jours, donc c'est assez cool. Ça a commencé il y a un peu moins de 4 ans et maintenant on est plus de 100 à bosser. Là on est ouvert sur plein de villes en France, on a Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, on est aussi ouvert à Londres, Manchester, on est ouvert à Amsterdam récemment, donc voilà, on scale bien, on est une vingtaine de personnes dans l'équipe R&D, donc on doit charbonner pas mal parce que c'est pas tant que ça, sur le front on est 4. Donc maintenant on a plusieurs applis mobiles, plusieurs sites web, enfin, c'est un peu la galère. Donc on a dû se débrouiller pour aller vite, malgré le fait qu'on était peu. Voilà, donc tout le code du front est dans le même repo Git. Et du coup, vu qu'on doit cohabiter entre React et React Native, je vais vous faire un peu un retour d'expérience sur tout ça. Alors, je passe les slides là-bas, je vais rester là du coup. Du coup, le plan de mon talk, ça va être quelques infos sur moi et je vais vous parler un peu d'open source parce que c'est un truc que je fais énormément et je cherche à encourager les gens à en faire. Après, je vous expliquerai comment fonctionnent les workspaces, comment les setup et je vous ferai 2-3 démos. Après, on verra comment on fait en sorte que React Native ne crache pas et ne meurt pas quand on est dans un workspace parce que si vous le lancez de base, ça se passe très mal. Je vous montrerai une petite démo de comment partager du code entre du web et du mobile. Et à la fin, je serai là pour répondre à vos questions. Donc, je suis Thibaut Malbranche. Je bosse chez Brigad en tant que spécialiste front-end mobile. Vous pouvez me suivre sur Twitter avec @titos. Sur GitHub, c'est pareil. Vous pouvez m'envoyer des messages, n'hésitez pas. Je ne serai pas là pour résoudre vos bugs. Par contre, si vous voulez vous investir dans l'open source, si vous avez des questions un peu en mode je veux participer, je veux aider à faire des choses, il n'y aura aucun souci, je serai là pour vous répondre. J'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'il y en a qui font de l'open source ici? Qui font des pull requests quand ils ont des bugs ou des trucs comme ça? Ok, quelques mains. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient faire de l'open source quand ils ont des problèmes? Ok, quelques mains en plus. Bon, ok. Si vous voulez vous lancer, je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas hésiter. Moi, j'en ai discuté longtemps avec mon manager et en gros, j'ai réussi à le convaincre que c'était que des wins parce que oui, je passe du temps à en faire. Oui, des fois, je fais 2-3 déplacements et ça a des coûts pour la boîte. Mais tout ce temps-là que je passe et tout cet investissement, en fait, on récupère mais fois 10, fois 100 parce qu'en fait, on apprend à fouiller dans du code qui n'est pas le nôtre. Donc, mine de rien, ça augmente bien le skill. On va aussi avoir plein de contacts directement avec les maintainers des librairies. Donc ça, c'est un gros plus. Quand après tu utilises un truc et que tu as un bug et que tu peux envoyer un message privé à la personne directement, je vous assure que ça va plus vite. Ça permet aussi de... Excusez-moi. Ça permet aussi du coup de rencontrer les bonnes personnes et tout le temps du coup que vous aurez passé au début, vous allez récupérer. Donc honnêtement, si vous êtes un manager, allez le voir et demandez-lui si vous pouvez en faire. Et si ce n'est pas un manager, si vous bossez pour vous, n'hésitez pas à vous lancer. Ça serait que du plus. Voilà. Moi, j'ai commencé l'open source il y a 2 ans. Au début, je ne savais pas trop ce que c'était. Hein, vraiment, mon seul problème, c'est que je suis le genre de personne qui update dès qu'il y a une release. Donc, je prends tous les bugs dans la tête. Et du coup, vu que j'ai commencé à en fixer, on m'a dit est-ce que tu veux aider plus? J'ai dit ok. React Native, il y a 1 an et demi, ils ont commencé à essayer de réduire la taille du repo. Ils ont fait tout ce qui était lean core, ils ont extrait tous les repos. Moi, on m'a donné la WebView. Donc, je me suis pas plaint parce qu'à l'époque, j'étais super content d'aider. Voilà. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer tout le monde, de discuter directement avec les gens. Et en fait, tu te rends compte que l'open source, c'est vraiment un monde où tu es super bien accueilli et les gens seront toujours là pour t'aider. Donc, franchement, c'est pour ça. J'ai essayé vraiment d'impliquer les gens dedans parce que c'est que du plus. Hop, donc, on arrive au sujet du talk. Du coup, un monorepo, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez prendre toutes vos applications et au lieu d'avoir un dossier et un dossier GitHub par appli, vous allez tout mettre dans le même repo. Et du coup, on parle de JS là, donc vous allez avoir des nodes modules. Si vous n'avez pas de monorepo, vous aurez donc vos nodes modules dans chaque projet et rien de spécial, chaque truc sera indépendant. Dans un monorepo, vous allez commencer à partager tous ces nodes modules. C'est-à-dire que toutes les dépendances communes à tous vos projets seront mises plus haut
elles seront partagées. Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé Yarn? Et Yarn avec les workspaces? Ok, beaucoup moins. Ça roule. Du coup, Yarn Workspace, ce que ça fait, c'est que vous allez mettre un package JSON en haut de votre dossier qui va contenir toutes vos applications. Et vous allez lui dire, là-dedans, il y a tous ces sous-dossiers qui sont des applications, débrouille-toi. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tous vos modules qui vont bouger. Mais en général, ça va bien se passer. En général. Donc, un gros point positif de ça, c'est que vous allez du coup, vu que vous remontez beaucoup de choses à un seul point central, vous allez pouvoir partager vos configs. Du coup, dans vos configs, il va y avoir tout votre code styling, vous allez pouvoir avoir le même pour tous vos projets. Vous n'avez pas un projet avec 2 espaces, un projet avec 3, ou enfin, des single quotes ou des trucs comme ça. Franchement, c'est assez cool parce que vous ne vous prenez plus la tête, vous codez simplement. Vous allez essayer de garder la même version pour tous vos modules en permanence. Du coup, vous ne serez pas en train de switcher entre la V4 et la V5, je ne sais pas quelle lib, et péter des câbles parce que ça ne fonctionne pas pareil. Donc c'est un bon point positif de ce côté-là. Et je crois que je vais vous montrer exactement comment ça marche. Donc, hop, si je vais dans les éléments, hop, là, voilà. Donc là, actuellement, je suis dans un monorepo. Donc à la racine, vous pouvez voir, j'ai mon package.json dans lequel je vais aller déclarer l'endroit où sont tous mes sous-packages. Donc là, je l'ai dit dans package étoile. Alors, je vais peut-être, vous voyez bien ou pas? C'est peut-être un peu petit. Je vais voir si je peux zoomer, si quelqu'un connaît le raccourci. Ouais. Et sur un Mac. Ok. Parfait. Donc là, je vais avoir mes packages sur la gauche, avec dedans une appli, des utils que je partage, un site. Bref, je vais avoir un package.json à la racine qui va dire tous mes sous-packages, c'est ça. Et je vais juste les mettre là. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va me créer mes node modules à la racine avec toutes les dépendances de tous mes packages. Et les seuls node modules que je vais avoir dans mes sous-projets, ça va être ceux qui vont avoir des conflits entre les versions. Donc, en gros, ce qu'il va faire, c'est que s'il n'arrive pas à trouver une version qui va aux deux, il va mettre la version la plus utilisée en haut et il va garder la version la moins utilisée dans le package. Hop. Donc, par exemple, là, dans les node modules, j'ai que React et un autre truc, parce que React Native n'utilise pas la même version que la dernière version de React. Et dans le site web, je crois que sur cet exemple, j'ai même pas de node module, ils sont tous remontés, j'ai qu'un binaire exécuté par cell. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici, qui fait du React Native? Cool. Et hop, du coup, est-ce que vous avez déjà fait React Native avec des workspaces? Ok, deux courageux. Du coup, avec les workspaces et React Native, il y a beaucoup de configurations qui traînent sur Internet parce que les gens ont voulu le faire depuis 2-3 ans, on va dire. Et en général, il faut mixer beaucoup de guides pour réussir à faire un truc qui fonctionne. Donc, le problème principal pour React Native, c'est je ne comprends pas où je suis passé. Vous allez lancer le client, il va vouloir s'exécuter pour construire votre app, et en fait, il n'est plus là parce qu'il est remonté en haut. Et du coup, ça va cracher. Donc, premier problème, comment est-ce qu'on va pouvoir prédire et influencer l'emplacement des nodes modules histoire de pallier à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scripts qui sont malheureusement codés en dur et qui vont dire je veux l'exécuter de ce temps-là et je te donne pas trop le choix. Et du coup, on va revenir à comment Yarn décide qui va où. Donc le but de Yarn, c'est de sauver de la place. Donc si il va prendre le plus grand nombre qui ont la même version, il met en haut, comme je vous ai expliqué, et il garde que ceux qui en ont le moins dans leur package. Et ça peut faire des choses très bizarres. Dans votre projet, si vous oubliez de bump un truc, tout à coup, vous n'avez pas mis à jour une dépendance, genre types React ou un truc bête, tout à coup, il y a la moitié de votre projet qui redescend dans un sous-repo parce que ça conflicte, et vu que c'est que des histoires de priorité, ça peut basculer très vite. Et du coup, on va essayer de pouvoir imposer à Yarn de mettre certaines choses où on veut pour que ça soit gérable. Et donc pour ça, jusqu'à il y a très peu de temps, React Native, il n'autorisait pas à ce que des packages qui ont du code natif, donc du Java ou de l'Objective-C, soient pas dans ce dossier actuel, soient plus haut. Et donc pour ça, on pouvait utiliser une règle dans Yarn Workspace,
ou dans le package d'un sous-module, tu dis ça, tu n'as pas le droit de le remonter. Donc tu gardes forcément avec moi. Ça s'appelle nohoist. Et en gros, la règle de base, c'est que tout le monde mettait nohoist React Native / étoile et se prenait pas trop la tête, histoire que rien remonte. Depuis un mois ou deux, on n'a plus besoin de faire ça. Il y a une PR sur le CLI de React Native qui fait que maintenant il est capable de les retracer n'importe où, peu importe où vous allez les mettre. Et donc, vous allez pouvoir adopter une deuxième stratégie, qui est ce que j'ai mis en place récemment, qui est forcer un module en haut du workspace. C'est-à-dire que vous vous dites, je sais que je vais utiliser une seule version au travers de tous mes projets, et donc je vais décider de mettre celui-là en haut. Et c'est ce qu'on a décidé de faire, nous, pour React Native. Et du coup, on s'est dit, React Native, on va utiliser la même version sur toutes nos applis. Les mises à jour sont moins dures sur React Native qu'avant. L'upgrade pain, on va dire, a diminué. En tout cas, on essaye de la faire diminuer. Et du coup, on s'est dit, on met il n'y a que ces trois lignes dans une config métro, qui est des options pour activer des imports dynamiques. Alors, première étape, ce qu'il faut lui dire, c'est changer les watch folders. Les watch folders, qu'est-ce que c'est? C'est où est-ce que j'ai le droit d'aller fouiller du code et qu'est-ce que je dois surveiller quand ça va changer. Vous lui dites, tu as le droit de fouiller là où je suis actuellement, mais aussi du coup 2 crans plus haut, qui va être la racine de votre workspace. Et avec ça, il va être capable de résolver n'importe quel fichier JS dans votre workspace. Ça, c'est plutôt cool. Deuxième problème qu'on peut avoir, c'est si jamais vous j'ai trouvé un truc vraiment imbouffable, mais qui fonctionne, qui est de définir un public path avec ça. Hop, j'arrive.
Hum. Hop. On comprend comment Métro fonctionne maintenant. Et on s'est dit, on va se servir de la tech pour pouvoir, en gros, vu qu'on c'est toujours aussi dur hein, de recruter dans les boîtes tech sur Paris, on s'est dit, il faut qu'on arrive à coder 2 fois plus vite, si on ne peut pas recruter 2 fois plus de personnes. Donc le design, il ne faut pas qu'on ait besoin de refaire toutes les pages à la main, on va créer un design système et on va le faire en sorte qu'il fonctionne à la fois sur React, sur Web et sur React Native. Et il y a eu un talk à React Native Europe qui était super cool, qui était de ne pas partager 100% de son code en utilisant des trucs comme React Native Web ou des choses comme ça, mais plus partager toute votre logique, construisez vos vues avec des briques communes, mais pas utiliser le même code pour 100%. C'est-à-dire que si vous partagez 80 ou 90% du code, vous allez sauver beaucoup de temps et ça sera moins chiant que de chercher à faire un résultat parfait avec une solution un peu différente. Du coup, je vous conseille d'aller regarder ce talk si vous ne l'avez pas vu encore. Même tous les talks de React Native Europe étaient très cool cette année. Donc n'hésitez pas. Excusez-moi si des gens que je prenais en photo. C'est bon? Ok. Et du coup, on va voir comment on peut utiliser Metro pour share du code entre les deux. C'est-à-dire que Metro, par défaut, il va résolver vos fichiers de manière bien spécifique. C'est-à-dire qu'il va résolver d'abord certaines extensions. Il va résolver d'abord .native.js avant d'aller chercher .js par exemple. Ou si vous êtes sur iOS, il va résolver .ios.js, et si vous êtes sur Android, il va résolver .android.js. C'est-à-dire qu'il va préfixer n'importe lequel des extensions que vous allez lui dire, que vous acceptez, et il va avoir cette intelligence, du coup, au build time, de choisir directement les bons imports. Et donc, pareil, on peut faire ce genre de réglage avec Webpack ou avec n'importe quel truc que vous utilisez. Vous allez pouvoir avoir toutes vos extensions. Et du coup, pour m'en servir, je m'en sers exactement de la même manière sur les plateformes. C'est-à-dire que je l'importe, donc, excusez-moi, je n'avais pas précisé, donc la syntaxe pour importer dans le workspace, vous prenez le nom de votre application qui est fini dans le package.json de celle-ci. Donc, si je voulais importer quelque chose qui vient de l'app, j'importe ça. Si je veux importer quelque chose qui vient de mes utiles, j'importe en commençant par ça. Et ça, je le mets dans les ports du package JSON de n'importe quel package qui s'en sert. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je peux importer n'importe quel truc qui est dans l'architecture. Et du coup, si je veux importer la box, peu importe la plateforme sur laquelle je suis, je sais que je peux avoir la même ligne d'import dans les deux cas et que le bundler va s'en occuper et va prouver que ça marche bien. C'est-à-dire que sur native, j'ai fait ça. Sur web, j'ai importé exactement de la même manière et ça va render la même chose dans les deux cas. C'est-à-dire que là, on va être sur du web. Et si je trouve mon simulateur qui s'est caché, hop, désolé, il va redémarrer. Hop. Hop. J'ai perdu ma souris. Cool. Ah, non.
Elle est juste invisible. Super. Très bien. Ok, elle est revenue. Parfait. Alors, on va pas chercher à comprendre. Hop, et je vais aller sur App, il me semble. Si j'ai du bol. Cool. Donc, avec le même import, j'arrive à render la même chose. Ce qui fait que on s'est mis à créer toutes les briques de notre design system pour qu'elles affichent la même chose avec du code natif et avec du code web. Et ça nous permet d'avoir ça dans notre workspace, dans un module qu'on appelle juste design system, qui se build jamais tout seul, mais qui peut être importé depuis n'importe lequel de notre projet. Et on a réussi chez nous à créer des briques qui vont nous permettre de créer toutes les pages. C'est-à-dire que là, j'ai juste fait une boîte grise pour avoir un exemple simple. Mais c'est possible de pousser les choses beaucoup, beaucoup plus. Hop. Du coup, nous, en ce moment, on travaille avec un nouvel outil. Alors, j'espère que ça a bien marché. Voilà. Donc, ça permet de designer directement dans le navigateur avec les components qu'on a créés. Ça va render sur toutes les tailles d'écran. Et c'est en temps réel, évidemment. Et ça permet, et c'est autocomplete. C'est-à-dire que si j'édite n'importe quoi là-dedans, ça va être sur tout l'écran et ça va fonctionner directement. Et du coup, c'est ultra pratique parce que ça veut dire que ce soit un dev ou un designer qui veut faire sa feature, ça lui prend 2 secondes de réutiliser des briques qu'on a déjà construites. Et on sait déjà que ça va render sur tous les écrans. Et vous me dites, ok, mais c'est que ça va render ça sur le web, mais qu'est-ce que ça va donner sur ton téléphone? Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que le bouton que j'ai en bas là, il n'est pas render avec React Web. En fait, sur cette démo là, on s'est dit nos composants React Native pour pouvoir les tester, on va les render dans le browser avec React Native Web. Donc quand je vous ai dit qu'on ne s'en servait pas dans notre projet directement, c'était le cas. Par contre, dans cette maquette là, ce que ça s'amuse, c'est que vous voyez l'import en bas, c'est button native au lieu des buttons. Et du coup, on voit qu'il hover pas quand je suis dessus. Par contre, quand j'appuie comme sur mobile, on voit qu'il bounce comme il est render avec React Native Web. Par contre, si je viens ici importer du coup le button directement, hop, je sais que quand je passe dessus, il va bouger. Et du coup, là, ça va être le component web, alors qu'il y a 2 secondes, c'était le component natif. Donc, je suis sûr que mes deux designs fonctionnent exactement de la même manière et permettent de faire la même chose. Et voilà, c'est à peu près tout pour moi. Du coup, on va pouvoir passer aux questions si vous en avez. Avant les questions, est-ce que Alexandre est arrivé par hasard? Est-ce que tu as déjà configuré? Non, ok. Bon, on fait les questions d'abord. Si quelqu'un a une question, soyez pas timide. N'hésitez pas. En fait, j'ai parlé de beaucoup de sujets en parallèle. Donc, je vais poser une question, du coup, c'est quoi pour toi les désavantages du monolithe? les désavantages, la config. Tu vois ce que je viens de te donner, c'est 2 ans à galérer et à nager dedans. C'est pour ça que maintenant que je l'ai fini, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un article que j'ai mis sur Medium, que les gens ont pas mal repartagé. J'étais assez content. Parce qu'on voit que c'est vraiment en fait, c'est un besoin d'arriver à une structure où tu vas pouvoir partager ton code rapidement. Et faut pas se laisser emmerder par quand il va t'installer un truc au mauvais endroit et la perte de temps que tout ça peut engendrer. Et des fois, c'est ultra frustrant. Tu bumps une librairie, tu as un truc qui bouge, ça casse, et enfin, c'est chiant, quoi. mais en vrai, à part ça, il n'y en a pas trop. Enfin, J'avais l'impression qu'en fait, tes modules du coup sont moins indépendants. Tu peux avoir du code qui se balade entre les deux plus facilement vu que tu es dans un seul repo, enfin, par rapport à... C'est-à-dire si on parle indépendant. Là, tu vois, je peux importer depuis n'importe où, par exemple, le code de n'importe quel autre module, mais ça veut pas dire lui, il peut avoir des dépenses sur n'importe quelle chaîne de modules, mais c'est comme n'importe quel projet, je suppose. Ça reste des briques à peu près indépendantes. Ouais. Est-ce que tu recommanderais aussi le monorepo pour 2 projets distincts que tu voudrais merger, ou est-ce que... 2 projets distincts que tu voudrais merger, c'est-à-dire un projet web et un projet React Native. Ouais. Et tu veux partager du code entre les deux. Ouais. Est-ce que ça se fait, ou est-ce qu'il vaut mieux partir d'une feuille blanche? Genre, ma question, c'est un peu à quel point ils sont distincts. Tu vois, si tu utilises aucune librairie en commune entre les deux, genre aucune à part React, genre si tu n'as pas les mêmes librairies pour tes formes, si tu n'as pas les mêmes librairies, tu vas
perdre un chouïa en intérêt parce que du coup, tu auras juste tous tes modules à la racine et tu n'auras pas déjà le gain de place et le gain de config, etc. Mais en soi, ça ne peut pas te poser trop de soucis. Enfin, nous, à la base, on avait le site web. Après, on a créé une coquille vide pour l'app mobile qui était une WebView. Et puis petit à petit, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir, quand on va recoder les pages du web, en fait, on va coder le mobile en même temps sans s'en rendre compte. Et on va avancer comme ça. Ouais. C'est parce que vous avez déjà une app React existante, vous n'avez pas utilisé Native Web? Pas seulement parce qu'on est en train de tout réécrire actuellement, donc ça pourrait être l'occasion de passer dessus si on avait envie. C'est plus que là, avec ça, on peut plus pousser les limites du web qu'avec React Native Web directement. En fait, c'est un peu comme quand tu utilises React Native, tu peux refaire du code natif si tu veux perfectionner des trucs. Tu peux utiliser un module natif et tu peux aller faire du code sur iOS si tu as un truc qui bug ou Android. Utiliser React à la place de React Native Web, déjà ça nous permet ça. C'est-à-dire que par derrière, quand on va build, on va utiliser tout ce qui va être CSS module, etc. On va quand même avoir un code qui est optimisé parce qu'il a été pensé pour du web avec React, mais tout en ayant l'avantage de pouvoir s'en servir comme ça. Mais tu peux très bien faire un code spécifique dans React Native Web, un code web comme tu le ferais justement React Native, parce que React Native, il faut le voir comme une couche d'abstraction plus qu'une implémentation. Oui, complètement, mais parce que du coup, tu vois, tu dis que tu parles de code sharing et au final, tu dois réimplémenter 2 fois l'autre. oui, mais en gros, si tu veux, ce qu'on dit, c'est qu'on implémente 2 fois ou n fois par plateforme, un peu comme React Native a fait. Tu implémentes React Native Web un petit peu chaque composant, quoi. C'est un peu ça, sauf qu'on réimplémente un subset spécifique à nos briques à nous et qui va fonctionner sur ce qu'on fait. Tu vois, si tu veux, au lieu de prendre la view ou je sais pas quoi qui va potentiellement bugger sur un truc, on est vraiment en train de créer des primitives assez simples à faire. C'est pas comme si nos components de design, ils étaient très longs, hein, c'est juste des box et des choses comme ça. Globalement, on est en train de se recréer un subset de Native Web qui fonctionne parfaitement pour nous. Je le vois un peu comme ça et du coup, on n'a pas vraiment d'intérêt à utiliser ça. Surtout que, je sais pas si tu en es déjà servi, c'est assez... Enfin, moi, vraiment le tooling, je trouve, j'ai tellement d'emmerdes avec... Je vais pas en reparler après. Ouais, et ben on en reparlera. Je suis très satisfait de React Native Web, j'arrive pas à comprendre encore. Ok, C'est un autre sujet. parfait. D'autres questions? Ça, pour faire ça non, ça s'appelle Playroom. C'était open source, je sais plus quand, il n'y a plus pas très longtemps, mais c'est dispo. N'hésite pas, tu tapes Playroom sur GitHub et tu verras. Ouais. Ouais. Donc tu dis, ça vous a pris combien de temps pour faire ce switch justement? Et là si je décidais de tenter cette approche... Le switch de quoi à quoi? De faire du monorepo, quoi. En gros, on a toujours eu nos dossiers dans le même repo, mais au début, on avait exclu l'app mobile. J'ai mis package là chez Toile au début pour dire tout ce qu'il y a en package, ça fait partie du monorepo. Au début, j'avais exclu, donc il y a 2 ans et demi, l'app. Et petit à petit, j'ai mis l'app, mais j'ai continué de noise presque toutes les dépenses qu'il y avait dedans pour pas avoir d'emmerde. Et parce que je voulais quand même accéder à toute la partie partage de code avec tous les utils, etc. Donc tu peux le faire très graduellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un coût immédiat. C'est-à-dire que tu les mets ensemble et tu commences à partager une fonction, 2 fonctions, 3 fonctions, etc. Là, je ne voulais pas montrer, mais j'avais fait, globalement, hop, là dans mon code shared, hop, on va remonter, hop. Tu vois, j'ai fait des utils où j'ai mis des components, mais j'ai aussi mis des fonctions genre colors qui vont être des trucs que tu pourrais share entre tous tes projets. Tu pourrais faire n'importe quelle fonction qui va te formater des choses. Enfin, tu peux commencer vraiment par toutes les petites briques, tu partages les petits bouts et puis après tu augmentes. Nous, en ce moment, on est en train de faire une grosse réécriture. On a tout basculé sur du TS, on a tout basculé sur plein de choses, donc on en profite pour faire passer plein de choses en même temps, mais tu n'es pas obligé de le faire tout d'un coup. C'est un peu l'avantage de ce genre de projet, c'est que tu peux y aller pièce par pièce. Nous, on a toujours été sur la politique de faut aller le plus vite possible, sans perdre trop de temps avec le dev. Donc au début, on avait fait un site web, on l'a mis dans une WebView, dans une app React Native, et on a commencé à faire les écrans natifs un à un, etc. Enfin, voilà. D'autres questions? Il y a le temps pour une dernière question, si vous voulez. Non, après, vous pouvez parler... Oui, je suis dispo toute la soirée, il n'y a pas de souci. Ça marche. Ok, cool. Merci beaucoup.